BFM Business, le grand journal de l'écho, édition du week-end. Thomas Asportas. La suite du grand journal avec notre deuxième invité ce soir, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Yves Verrier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de questions à voir avec vous ce soir. On va parler de cette lettre de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui vous invite à relancer le paritarisme à un an de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a la vaccination aussi. Hier soir, à ce même micro, Laurent Pietraszewski nous dit ça arrive, ça commence dès la semaine prochaine. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis il y a aussi le télétravail, j'allais dire ce feuilleton. En tout cas, cette réalité qui dure du télétravail. Il y a un nouveau point d'étape qui sera fait la semaine prochaine par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Mais d'abord, deux grosses actualités entreprises qui vous concernent au premier plan, Yves Verrier. D'abord, Renault. On le dit depuis ce matin, Renault qui subit une perte terrible, 8 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes inquiet pour la pérennité de Renault ? On est inquiet d'une manière générale pour l'économie et les emplois d'une manière générale. C'est vrai dans le secteur de l'automobile. Renault, c'est une situation particulière. Je crois comprendre que la situation a rendu plus difficile du fait d'un résultat plus négatif de Nissan que de Renault lui-même. Ce à quoi nous nous sommes attachés jusqu'à maintenant, c'est d'éviter tout départ contraint pour préserver les emplois, parce qu'on parie là, comme dans d'autres secteurs de l'économie. On sait aujourd'hui que ceux qui souffrent particulièrement, on parle beaucoup par exemple avec l'été qui arrive, des festivals de la culture, les hôtels, cafés, restaurants, les saisonniers autour du tourisme en général, on parie sur le fait que le moment venu, l'activité va repartir. C'est vrai pour l'automobile, c'est vrai dans l'aérien, ce sera peut-être sans doute un peu plus compliqué, un peu plus long. Et l'objectif pour nous, c'est de préserver les emplois. C'est tout l'enjeu de l'activité partielle, des dispositions qui ont été mais chez mises Renault, en place. vous avez eu des garanties qu'il n'y aurait pas de départ contraint ? Pour l'heure, nous étions... 4600 départs en France. Oui, mais c'est vrai, comme à Airbus, comme dans d'autres secteurs d'activité, on a négocié pour qu'il n'y ait pas de départ contraint. C'est-à-dire que ça se réalise plutôt par des départs quasiment en pré-retraite, c'est-à-dire pour des salariés qui ne sont pas très loin de l'âge de la retraite, dans les conditions actuelles où on ne voit pas bien comment l'activité va repartir. On fait en sorte que ceux-là puissent bénéficier de dispositifs qui leur permettent de partir un peu de manière anticipée à la retraite pour qu'on préserve au maximum la force productive, les salariés, leurs emplois, parce que pour les plus jeunes, évidemment, l'incertitude, c'est qu'est-ce qu'on va devenir. Donc voilà, ce que je pense qu'on va continuer dans ce sens-là et on va travailler dans ce sens-là. On espère qu'une fois qu'on aura terminé avec cette crise sanitaire, on va faire repartir l'économie. Pour qu'elle reparte, il faut qu'on réinjecte, et là j'y insiste beaucoup parce qu'on parle beaucoup de la dette, de l'endettement, etc. Moi je constate qu'il y a aussi une bonne partie de l'épargne dont nous a parlé on va revenir le après Premier ministre. sur la sortie de crise, mais là je voudrais vraiment me focaliser sur le cas de Renault. Il y a aussi bien sûr l'actualité autour de Danone. Pareil, Danone a publié ce matin des résultats. Les résultats ne conviennent pas aux fonds actionnaires anglo-saxons qui mettent la pression sur le patron de Danone. Ils disent les résultats ne sont pas là. Vous, Force ouvrière, vous avez affiché publiquement votre soutien au patron Emmanuel Faber. Pourquoi ? On n'a pas affiché notre soutien au patron. Ce que nous avons contesté... En tout cas, vous vous opposez à ces fonds. Oui, ce que nous dénonçons, mais c'est vrai pour Danone comme dans d'autres secteurs. D'ailleurs, la première réaction qui a été la mienne concernait une annonce de l'actuel patron de Danone qui laissait entendre qu'il annonçait des suppressions d'emplois pour rassurer ses actionnaires. J'avais dit, ça n'est pas acceptable qu'on mette en jeu, pour rassurer les actionnaires, des emplois de salariés qui, eux, vont se retrouver sur le carreau. Comme ça n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, des fonds d'investissement divers et variés, ceux dont on parle aujourd'hui autour de Danone, se saisissent d'une situation qui est celle de cette crise sanitaire qui impacte, on vient de parler de Renault, mais c'est vrai pour Danone, c'est vrai pour d'autres secteurs d'activité, qui impactent ces entreprises pour que ces fonds interviennent dans ce contexte-là avec comme seule motivation de maximiser les profits boursiers. Vous dites Oui, c'est la maximisation des profits. C'est de l'opportunisme. C'est ça qui n'est pas acceptable. Des opérations actionnariales. J'en ai parlé sur Veolia Suez, j'en ai parlé quand il y a eu Carrefour, j'ai alerté systématiquement le ministre de l'économie. Nous avons fait en sorte qu'on évite que les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire partent sous capitaux italiens avec derrière des transferts de technologie avec des opérateurs chinois.
le moment n'est pas de laisser, le moment ne l'est jamais, mais particulièrement en ce moment, de laisser l'économie financière jouer sur l'activité des entreprises, sur les emplois. Il ne faut pas oublier que Danone, c'est quand même de l'alimentaire, pour beaucoup, de la sécurité alimentaire. Donc voilà, c'est ce qui nous importe, à la fois ce que représente cette activité et bien évidemment les emplois qui sont à la clé. Je n'accepte pas que l'économie financière qui est de plus en plus, et c'est la crise de 2008, on a beaucoup parlé du parallèle avec la crise de 2008, la crise de 2008 c'est une déconnexion complète des marchés financiers de l'économie réelle. Or aujourd'hui on se rend compte, on a beaucoup parlé des deuxièmes lignes, des activités essentielles, etc., que ce qui était majeur pour préserver les populations dans une crise sanitaire, c'était justement l'économie réelle. Et ce sera le cas demain, y compris au regard des enjeux de transition énergétique, de transition numérique. Donc ce que je demande, moi, c'est que justement, on a appris que 15 000 Français détenaient de l'ordre de 100 milliards de capitaux au Luxembourg. Eh bien, on a 120 milliards d'euros d'épargne des ménages, nous dit le ministre de l'économie. Sauf que 70%, c'est 20% des ménages les plus aisés. Ce qu'il faut, c'est réinjecter tous ces capitaux dans l'économie réelle et non pas sur les paradis fiscaux ou la spéculation boursière. On se penche justement sur la sortie de crise, Yves Verrier. On a le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, je vous le disais, donc qui a adressé il y a quelques jours un courrier à tous les partenaires sociaux pour, je le cite, entamer une nouvelle approche du dialogue interprofessionnel, économique et social. Est-ce qu'il a raison, Geoffroy Roux de Bézieux? Est-ce qu'il faut relancer le dialogue social dans le pays? Est-ce que vous avez été un peu anesthésié par le gouvernement? Alors, non seulement il a raison, mais ça répond à ce que je dis au nom de Force ouvrière depuis des mois. Lorsque, dès début 2019, lorsque nous discutions avec les employeurs au niveau des organisations patronales et des confédérations syndicales d'un agenda social paritaire, j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'on réinjecte de la négociation collective au niveau national interprofessionnel. J'avais du mal à me faire entendre à l'époque. J'avais d'ailleurs déjà suscité ou suggéré qu'on puisse négocier sur le télétravail. À l'époque, les employeurs... Bon, vous y êtes arrivé, vous avez trouvé cet accord? On y est parvenu parce que crise sanitaire. Les employeurs, ils sont entrés à reculons, mais finalement, ils ont convenu que ce sujet méritait qu'on s'accorde. Et vous avez aussi trouvé un accord sur la santé au travail. Sur la santé au travail. Donc moi, j'ai œuvré... Donc ça marche en ce moment, le dialogue social, patronat-syndicat? Eh bien, on s'est aperçu, les pouvoirs publics y compris, qui considéraient que le dialogue social au niveau interprofessionnel, c'était plus moderne, on n'était plus dans le passé, on était dans le monde nouveau, la Startup Nation, etc. Eh bien, on s'est aperçu que, heureusement, les producteurs, ce sont les travailleurs et ceux qui les représentent et qui garantissent, y compris dans des situations de crise sanitaire, leur sécurité au travail. Est-ce que le dialogue est meilleur aussi avec Jean Castex, justement? Le dialogue est meilleur, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on reprenne la main de manière autonome entre les employeurs et les organisations syndicales pour qu'on puisse négocier la part de richesse qui est produite par l'activité des producteurs que sont les entreprises avec leurs salariés, qui est redistribuée au salaire, à la protection sociale, à l'amélioration du sort de la situation des salariés. Eh bien, j'œuvre dans ce sens-là. On en a beaucoup discuté avec les organisations patronales et bon, je ne suis pas complètement surpris de ce que nous annonce le MEDEF aujourd'hui parce qu'en réalité... Tout le monde a dit oui, donc là vous allez commencer ces concertations. On va regarder maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est sujet par sujet. Quand est-ce que vous devez vous voir? Moi j'ai déjà sollicité les organisations d'employeurs pour qu'on entame très rapidement des relations d'abord en bilatéral, qu'on échange sur très rapidement, ça veut dire quoi? Dès la semaine prochaine? Dans les jours qui vont venir. Dans les jours qui viennent. Oui, il n'y a pas de raison de perdre du temps. Tout de suite, pour qu'ensuite on puisse prioriser. Alors justement, sur le fond, le MEDEF donne 8 sujets. Il est ouvert à ce qu'il y en ait plus, mais bon, donc parmi les siens, il y a la formation professionnelle, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, la transition écologique dans les entreprises, vous en parliez tout à l'heure, ou encore, ça sera peut-être plus compliqué, la gestion autonome par les partenaires sociaux de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Pour vous, Yves Verrier, c'est quoi? Parce qu'on va peut-être pas pouvoir faire 8 priorités en un an, là, les élections, c'est dans un an. Bien sûr. C'est quoi les 2-3 sujets vraiment clés pour vous? Bien, il y a des enjeux sur santé au travail, la gestion paritaire, par exemple, de la branche AT-MP. Il faut qu'on regarde qu'est-ce que les employeurs ont en tête. Maladie professionnelle. Oui, accident du travail, maladie professionnelle, excusez-moi. Ce que les employeurs ont en tête à ce sujet, puisqu'on vient de négocier sur la santé au travail.
on aurait pu imaginer qu'on l'ait mis dans la négociation, on ne l'a pas mis. Donc ils le ramènent là. Bon, on va regarder quels sont leurs objectifs en la matière. Est-ce qu'on les partage ou non, ou comment Bon, ça c'est un sujet qui mérite d'être regardé. Okay. Il y a un autre sujet que vous n'avez pas évoqué, qui est la question du renforcement de la justice prud'homale. C'est la justice qui juge des différents au travail. Là, je donnais quelques exemples. Là aussi, on veut regarder qu'est-ce que les employeurs ont en tête à ce sujet. Il y a effectivement des questions qui sont à la fois immédiates, mais en même temps, on le voit bien, de plus long terme. L'intelligence artificielle, l'emploi, l'activité, la transition énergétique, l'enjeu climatique, du point de vue des entreprises. Là, il y a un certain nombre d'urgences parce que, on le sait, on a à la fois des aspects positifs. On parle par exemple de la relance et de la rénovation thermique des bâtiments. Ça marche ou pas ce plan de relance, Yves Verrier? Le gouvernement dit ça marche super bien, on a déjà dépensé 10 milliards d'euros, ça relance la croissance. Vous, concrètement, sur le terrain, vous ressentez cet effet plan de relance? Là, je pense qu'on n'est pas vraiment encore dans la relance, on est plutôt encore, malheureusement, j'ai envie de le dire, mais dans la gestion de l'urgence, parce que la crise sanitaire dure plus longtemps qu'on ne l'espérait. Pour vous, la relance, elle n'est pas encore là? Non, parce que quand le plan de relance a été annoncé au mois de juillet, qu'on a commencé à échanger avec les pouvoirs publics sur ce plan de relance, on pensait que l'automne allait être celui d'une reprise progressive de l'activité, et puis boum, est revenu. Bon, donc. On n'est pas exactement dans la relance. Là, on est encore, vous le savez bien, on vient d'en parler, culture, hôtel, café, restaurant, les stations de sport d'hiver sont fermées. On se demande quelle activité du secteur de la culture, de l'événementiel, du spectacle pourront avoir lieu ou non au printemps et en été. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas vraiment dans la relance. On est plutôt dans la situation de comment on peut faire repartir sans prendre le risque de relancer l'épidémie elle-même plutôt. Donc sur la relance, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des sujets qui vont dans le bon sens, dans le plan de relance. Il y a des sujets sur lesquels, dans les 100 milliards du plan de relance, il y a 20 milliards, donc 10 plus 10, prévus en matière de réduction d'impôts, notamment les impôts de production. Bon. Moi, ce que je voudrais, puisque on parle aujourd'hui des situations plus difficiles comme Renault ou d'autres, on parlait de Danone ou d'autres, que le gouvernement soit beaucoup plus regardant, exigeant quant au comportement des entreprises qui ont bénéficié ces années passées ou qui bénéficient en ce moment d'aides publiques massives, justement pour préserver l'activité, préserver la trésorerie et préserver l'emploi pour ce qui concerne les salariés. Qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas des effets d'aubaine, des détournements, etc. Et on a de mauvais exemples. Je pense par exemple à Nexans, une entreprise qui fabrique du câble et qui annonce 50% de suppression d'emplois. Ça n'est pas légitime. Je pense à une entreprise qu'on connaît moins, Biorad, dans la biotechnologie, qui annonce la fermeture d'un établissement en R&D à Roanne, qui va être rapatrié aux États-Unis. Donc je pense, et il y a des tas d'autres exemples sur lesquels on intervient, où on mobilise les pouvoirs publics. Donc il faut se préoccupé de la relance. Je pense qu'au-delà de la rénovation thermique, d'ailleurs, je pense que le gouvernement doit s'intéresser à une politique de grands travaux. Il y a de quoi faire en matière de rénovation de bâtiments, notamment publics, que ce soit des commissariats, des écoles ou autres. Je connais un hôpital qui était vraiment en très mauvais état à Salon-de-Provence. On est déjà arrivé au terme de et l'interview. je pense enfin à tous ces emplois de la deuxième ligne dont on a tant et tant parler. Je pense qu'il faut que la relance, on mette au cœur de la relance la revalorisation de ces emplois. Ce sera un gros sujet. Écoutez, vous pourrez en parler tous les 8, justement, les 5 organisations syndicales et les 3 patronales représentatives dans le cadre des discussions, on l'a compris, qui vont démarrer très bientôt là, pour à nouveau peser face au gouvernement et terminer le quinquennat. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été notre invité ce soir dans le grand journal de l'Écho.